On va passer à la deuxième table ronde de cet après-midi consacrée à la micro-méthanisation. Alors j'appelle à la tribune Philippe Abraham, Clément Courtéau et Théo Garda, je crois. Donc après l'hydroélectricité, la micro-hydroélectricité, on va parler de micro-méthanisation. Alors, ah oui, il y a peut-être une... Est-ce que Monsieur Abraham est là? Philippe Abraham? Non? Ah bon, d'accord, ok. Donc ce sera un binôme cet après-midi. C'est dommage. Philippe Abraham aurait pu nous parler de la microméthanisation sur un site emblématique qui est celui de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, qui est un exemple de microméthanisation à Saint-Léger-Vauban dans l'Yonne que vous connaissez très certainement. Et là, nous accueillons l'entreprise Cortos Métaventure. Oui, bien sûr, vous pouvez. D'accord, très bien. Alors, Clément Courtéau, pardon. Vous êtes donc président fondateur du groupe Cortos Métaventure. Vous allez nous expliquer certainement ce que vous faites et quelques-unes de vos réalisations. Et votre intervention est intitulée « La méthanisation, une source d'énergie renouvelable vers une économie écologique ». Vous allez au moins nous parler des avantages, des atouts de la méthanisation. Et Théo Garda, quant à vous, vous allez nous parler du développement de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement grâce au bio-GNV. Plus ou moins. Enfin, c'est l'inverse. Ouais. D'accord, ok. On va faire ça alors. Donc, oui, j'imagine. Donc, qui veut prendre la parole en premier? C'est vous, je vais commencer. Allez-y. Vous avez... Très bien. Donc, bonjour à tous, Clément Courtéau, donc fondateur de Cortos Métagroup. Pour faire un rapide historique, donc je suis ingénieur agronome, exploitant agricole, agriculteur méthaniseur, et donc fondateur donc, de Métagroup. Métagroup, qu'est-ce que c'est? C'est une entité que j'ai créée en 2012. En sortant de l'Institut de l'élevage, je venais de faire en fait le premier état des lieux de la filière méthanisation. On était en 2011, donc c'était une étude commandée par l'Institut de l'élevage, IDEL, si ça vous parle. Par la CNIEL, qui est en fait l'interprofession du lait. Donc, cet état des lieux, il était assez simple. Il y avait une cinquantaine d'installations en fonctionnement de méthanisation en France en 2011. Sur la cinquantaine, une vingtaine étaient des micro-méthanisations, souvent autoconstruites. Et puis rapidement ensuite, les 30 suivantes ont été plutôt de la méthanisation, ce qu'on appelait à l'époque à l'allemande, c'est-à-dire une cuve gonde avec un gros dôme. Heureusement, malheureusement pour certains, contrairement à d'autres pays où tout type de méthanisation continuait à coexister, en France, finalement, la méthanisation en grosse cuve et gros dôme, c'est devenu la norme. Pour rebondir à ce qui se disait sur le micro-hydraulique, pourquoi c'est devenu la norme? Parce que certains ont décrété que la micro-méthanisation n'était pas rentable. Sur la base de quelle étude, on ne sait pas. Quelle installation, on ne sait pas. Moi qui ai vu les 20 premières installations en micro-méta, elles étaient toutes rentables. Elles avaient très peu de problèmes de fonctionnement. Elles étaient simples, elles étaient fiables, elles étaient robustes. Mais bizarrement, quelqu'un a décrété, et puis ce quelqu'un sûrement était en lien avec les grosses méta, a décrété que c'était pas rentable, et finalement on n'a plus vu que des grosses. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est en 2022. L'année dernière, en 2021, les ICPE ont évolué. ICPE, c'est installation classée pour la protection de l'environnement. C'est le cadre réglementaire qui régit les installations de méthanisation. Et elles imposent beaucoup plus de rigueur sur notamment les contrôles de fuite au gaz, fuite au liquide. Bref, des problèmes que j'avais identifiés déjà sur les 30 premières installations en allemande en 2011 et qui ont fait que, voilà, en 2012, j'ai lancé Métagroup avec l'idée de trouver la solution. Au début, on va dire que j'étais plutôt sur une optique de bureau d'études, développeur, mais de trouver une solution qui réponde justement à toutes ces problématiques que j'avais observées en 2011. Et donc, il aura fallu 10 ans de développement pour devenir, en fait, constructeur de méthaniseurs. Et avec le point fort aujourd'hui, c'est que, donc, avec l'évolution réglementaire des ICPE, on est, à ma connaissance, les seuls en France à avoir des installations de méthanisation directement aux normes, sans avoir de surcoût.
on voit encore quelques gros méthaniseurs en grosse cuve sortir de terre, mais malheureusement, ils ont des surcoûts importants, notamment en termes de contrôle de fuite, en termes de double paroi, etc. Donc voilà, l'aventure Metagroup a abouti au lancement de la société Cortos, qui elle a une portée purement commerciale, entre guillemets, de vente d'installations clés en main. Et donc je vais passer la parole à Théo, qui est business developer, donc sur la partie Cortos Metagroup. Oui, voilà. Bonjour, je m'occupe de la partie en gros commerciale chez Cortos. Et derrière cette problématique, on a eu 3 solutions chez Cortos, donc qui est dédiée à chaque en gros producteur de déchets organiques. Et on va avoir 3 solutions. Alors la première solution, ça sera plus silo-gaz, ça sera destiné aux producteurs de fumier principalement, où là on va avoir des silos semi-enterrés qui respecteront en gros les cycles des ateliers des éleveurs, où ils vont venir apporter leur fumier dans les silos, refermés par un système de bâche, et attendre 3 mois et refaire un cycle, si vous voulez. Oui, on le voit sur le kakémono, je crois qu'on voit un silo semi-enterré qui est ouvert. Derrière ça, on a aussi une solution infiniment mélangée, où là, en fait, on va se comparer à la voie conventionnelle, les gros dômes, où là, on va être sur une poche souple semi-enterrée, où il n'y aura aucune pièce d'usure. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pale, il n'y a pas de mélange à l'intérieur. En fait, ça va se faire par un système d'injection, un système de pompe, où là, on va être sur des coûts de maintenance et de manutention qui sont moindres que à la méthanisation conventionnelle. Et dernièrement, on a développé aussi une solution pour les producteurs de biodéchets, donc destinée aux collectivités, aux restaurateurs, aux cantines, où on aura une solution pour valoriser leurs déchets in situ, localement, auprès de la cantine, du restaurant, pour valoriser leurs déchets en autoconsommation. Et j'ai oublié de dire que sur toutes par exemple sur toutes nos solutions, on les dimensionne vraiment sur mesure. Donc on va obtenir les déchets qu'il y a sur l'exploitation, au restaurant ou à la collectivité. Et derrière ça, on va dimensionner un projet qui sera vraiment à son image. Et en type de valorisation, on va pouvoir, selon le projet, avoir de l'injection, de la cogénération, donc c'est de la production d'électricité et de chaleur, faut pas l'oublier. Il y a 1/3 de production d'électricité, 2/3 de chaleur. Et derrière, on pourrait avoir des projets où on va fournir de l'électricité, mais aussi on va pouvoir permettre de chauffer le village, de chauffer les écoles, de chauffer la mairie. C'est des projets qu'on a en ce moment. Et puis, on a aussi un autre type de valorisation. Ça va être la valorisation bio-GNV, où on le voit, une borne de recharge, une petite borne de recharge en charge lente, qu'on a juste là, et qui sera destinée aux véhicules. Donc ça peut être les véhicules d'une mairie, des autobus ou autres, ou particuliers. Je te redonne la... Mais en complément, Théo, on a parlé assez rapidement, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Quand il a parlé donc de absence de pièces d'usure, c'est en absence de pièces d'usure dans le digesteur. C'est vraiment un point commun à toutes nos technologies, que ce soit la voie solide, donc qui traite les fumiers, la voie liquide qui est sur base de lisier, ou la biodéchet. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer dès 2011, c'est que toutes les méta qu'on appelle conventionnelles avaient eu des problèmes soit d'incorporation, soit de brassage, ou d'agitation. C'est-à-dire que quand vous avez une pièce d'usure qui fonctionne dans un digesteur, c'est quand même un milieu contraignant, un digesteur, c'est un mélange donc d'excréments d'animaux, de paille, de culture, etc. C'est un milieu très résistant, très corrosif aussi. Bien souvent, il y a eu des cas de casse, notamment d'agitateurs, qui tombent au fond du digesteur. Et ça, encore jusque très récemment, on était incapable de le prévoir, voire même de l'observer, on va dire, sur la base du process, parce que le process dit tous les moteurs tournent, tout va bien. Puis un jour, plus rien de produit. Et là, on regarde dans le digesteur et finalement, ça a pris en masse. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2000 tonnes de digesta qui est devenu du béton. Et donc là, on ouvre, il faut casser, etc., rentrer au bulldozer. C'est des semaines de perte d'exploitation.
sur des installations qui produisent de l'ordre du millier, voire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par jour, ça devient très très problématique. Donc voilà, le maître mot sur le développement des 3 technologies qu'aujourd'hui on commercialise sous la marque Corto, c'est vraiment cette absence de pièces mécaniques d'usure dans le digesteur. La pièce d'usure, finalement, c'est une pompe qui est à l'extérieur et qui voilà, il n'y a rien de plus simple que de faire de la maintenance sur une pompe. Je repasse le micro pour... Parce que je voulais juste commenter un peu la vidéo qu'on voit juste au-dessus. En fait, c'est une typologie de projet qui est quand même super sympa parce que on a eu une demande de méthanisation sur un besoin de chaleur d'un propriétaire d'écurie où sa volonté c'était juste de chauffer sa maison. Et derrière ça, avec son tonnage de fumier équin, on a pu faire une petite cogénération donc de 16 kW et avec une valorisation qui touche les 100% presque. Parce que derrière ça, on va produire un tiers d'électricité et les 2 tiers de chaleur qu'on va avoir, et ça va être destiné pour sa maison, pour une piscine pour ses chevaux. Avec son aérotherme, il va pouvoir sécher les serviettes de ses chevaux de course. Et c'est des projets qu'on rencontre de plus en plus parce que il y a un réel besoin en autoconsommation, en autonomie d'énergie, si vous voulez. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, on est sur un silo gaz, donc des silos qu'on ferme avec des bâches. Donc voilà, là c'est le process juste derrière. T'as peut-être quelque chose à rajouter ? Oui, alors, sur la partie dimensionnement, justement, donc on fait régulièrement donc, les salons professionnels de la méthanisation. Et très souvent, des porteurs de projets viennent nous voir en nous disant qu'est-ce qu'il faut comme tonnage pour faire une méta ? Et on dit, en fait, non, dites-nous vous ce que vous avez et on vous dira ce qu'on peut faire. Mais en fait, ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années, et je l'ai vu justement à l'époque où j'avais une casquette bureau d'études, c'est que les constructeurs de méthanisation arrivent sur une ferme et ils leur disent voilà, vous voulez faire 400 000 euros de chiffre d'affaires ? Investissez 2,5 millions dans une méta à 250 kW, vous ferez 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et derrière, l'agriculteur dit ah bon, super, etc. Oui, bon, par contre, il faut quand même mettre 10 000 tonnes d'intrants dedans. Que l'agriculteur les ait ou pas. On a donc on a comme ça. Je suis exploitant en Champagne-Ardenne. J'ai quelques amis agriculteurs qui sont partis, qui ont fait des 250 kW, alors qu'ils n'avaient que 2000 tonnes d'effluents agricoles. Derrière, ils ont dû rajouter 7, 8, 9 000 tonnes pour certains de culture. Culture dérobée, culture principale. Après, on joue avec les carnets pour faire passer en dérobé ce qui était principal. Bref, c'est pas ce qui nous parle. Donc nous, notre procédé, c'est tout simplement de s'adapter à ce qu'il y a au gisement disponible. La plus petite réalisation sur laquelle j'ai travaillé, c'était sur une ferme de 40 chèvres. C'était 2 seaux de crotte par jour, plus un petit peu de lactosérum, un petit peu de son de blé qui venait d'un atelier meunerie. Donc voilà, des choses très petites qui tournent aussi. J'ai pas le droit de le dire, mais aussi sur du particulier, ça a marché. Mais j'ai pas le droit de le dire. Parce qu'il y a un vide réglementaire aujourd'hui sur la méthanisation pour les particuliers. Bizarrement, vous pouvez faire du compost. Le compostage, c'est une activité qui est extrêmement réglementée. Le vrai compostage, c'est quelque chose, c'est un métier. Composter, c'est un métier. Aujourd'hui, on laisse des particuliers composter n'importe quoi, n'importe comment. C'est dangereux. Un compost mal géré, c'est dangereux. Par contre, les méthanisations... C'est réglementé, mais j'en vois en bas de chez moi qui sent des choses atroces. Vu ce qu'il y a dedans, vu les restes de viande, vu les couches noires qu'il y a à l'intérieur, c'est réglementé, mais si c'est pas bien géré, c'est compliqué. Et par contre, dans mon quartier, on aurait proposé un méthaniseur, non, c'est réglementation ICPE, c'est éloignement à 200 mètres des tiers, des choses assez compliquées. Mais donc voilà, pour de la maison isolée, on a déjà essayé la micro-méthanisation à la place d'une fosse septique, ça fonctionne très bien. Mais je m'arrête là parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc sur la partie dimensionnement, finalement, c'est vraiment le même sujet qu'en hydroélectricité. Les gros sont faits depuis longtemps. Maintenant, il y a une multitude de petits projets qui peuvent sortir, mais quand on parle de multitude, on parle de centaines de milliers, rien que pour l'agricole. Parce que, excusez-moi, aujourd'hui, c'est quoi le paysage justement ? Il y a combien de sites ? Et quel est le potentiel de développement ? Et quels sont les freins qu'il faudrait lever pour atteindre ces objectifs ?
Alors, cet horizon. J'ai une petite fierté à titre perso, c'est que donc en 2011, dans le rapport que j'ai remis à la fin du panorama donc de la méthanisation, on avait dit, si on part sur le modèle méthanisation entre guillemets à l'allemande, donc gros dôme, grosse cuve, on va finalement avoir un problème de gisement un jour. Et donc on avait dit, vu le tonnage qu'il faut, c'est minimum 10-12 000 tonnes, on va dire, pour un petit projet de méthanisation conventionnelle, on va vite atteindre un plateau, et on avait estimé ce plateau à 1 millier d'installations. Alors ce qui est drôle, c'est que l'année suivante, la ministre de l'écologie, Mme Ségolène Royal, a certainement lu ce rapport et a donné un objectif pour la France d'avoir 1000 méthaniseurs pour 2020. Donc finalement, moi ce que j'avais vu comme un plateau, elle l'a mis comme un objectif pour 2020. Et alors, au confinement près, avec quelques mises en service, à fin 2021, on avait atteint le millier de méthaniseurs en France. Sauf qu'aujourd'hui, on a un sujet, donc c'est que donc, la méthanisation, notamment grosse, avait fait beaucoup en cogénération, c'est-à-dire production d'électricité et de chaleur. À partir de 2016, on a pu injecter aussi donc de l'injection biométhane, donc c'est devenu une grosse partie des projets. Mais ce que nous dit aujourd'hui GRDF, c'est qu'on a un plateau aussi dans l'inscription des nouveaux projets dans les registres de capacité. Alors ça vient de plusieurs choses. Déjà le durcissement du CPE dont je vous ai parlé tout à l'heure en juillet 2021. C'est-à-dire que les projets maintenant sont beaucoup plus compliqués à sortir sur ce modèle-là, du fait donc des contraintes notamment sur les étanchéités liquides et gaz, sur aussi l'augmentation des coûts qu'on a eu depuis l'épisode Covid. Les CAPEX, les investissements en installation de méta ont facilement grimpé de 30%. Et en plus, troisième effet qui se coule, l'augmentation des tarifs, la modification du calcul du tarif de gaz injecté, qui prend en compte le nombre de stations déjà mises en service le mois précédent ou le trimestre précédent. Bref, aujourd'hui, personne n'est capable de calculer précisément le tarif d'injection, ce qui bloque énormément de projets. Donc avec une grosse méthanisation en pause, finalement, le gros du potentiel aujourd'hui, on va dire qu'il est atteint, avec environ donc 1 millier de méthaniseurs, à peu près 800 en cogénération, un peu plus de 200 en injection. Il en reste quelques-uns qui vont se construire, hein. Mais là, en général, ceux qui se construisent là en 2022, ils ont été développés il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Donc on a un plateau. D'ailleurs, nous, au capital de Metagroup, donc la société mère de Cortos, on a un constructeur de grosse méthanisation qui est rentré de manière minoritaire, mais il est rentré chez nous en me disant, voilà, tous ceux qui pouvaient faire de la grosse l'ont fait. La suite, ça sera la petite. Donc voilà, pour citer le regretté Pierre Rabhi, il y a un petit peu, voilà, il nous reste maintenant notre part du colibri à faire, hein. C'est-à-dire que voilà, on a traité à peine 1% du gisement méthanisable via ces grosses installations qui sont visibles, qui ont aussi côté acceptabilité, des avantages, des inconvénients, certains qui s'en plaignent, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est fait. C'est un peu, en fait, on a beaucoup de liens avec l'hydraulique. Je vois pas de projet de très grand barrage qui peut maintenant se refaire en France. Des chutes de 100 mètres, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup de disponibles. Mais par contre, il reste énormément à faire avec les petits gisements. Sur la partie biodéchets, on en parlait tout à l'heure, à partir de 5 kg par jour, on peut déjà faire tourner un micro-méthaniseur qui va alimenter des becs de cuisson dans la cuisine d'un restaurant, par exemple. De manière très locale, on digère de manière très locale le déchet, on en fait un engrais qu'on va aussi valoriser de manière très locale, on arrête de transporter le déchet sur des kilomètres, et puis voilà, l'énergie est consommée localement. Alors Théo a un petit peu lancé le sujet tout à l'heure, donc c'est le second sujet donc, de cette présentation, c'est la partie carburant. C'est-à-dire qu'en étant depuis une dizaine d'années au contact des porteurs de projets de méthanisation, plusieurs nous disent c'est bien beau de faire du biométhane, mais ça sert à quoi en fait? Et des porteurs de projets injection biométhane qui me demandent ça. Je dis, une fois que le gaz est dans la conduite, ça part alimenter les villes, etc. Il y a à peu près 80% de la population française qui est raccordée au gaz naturel, que ce soit via GDF, RGDS ou Régaz, les trois principaux opérateurs de conduite en France. Et oui, en fait, il y a une méconnaissance sur ce qu'on pouvait faire du gaz. Et donc le gaz, il part donc, dans les réseaux, chauffer les maisons, en cuisson, et la partie mobilité aussi. C'est-à-dire que vous avez énormément de collectivités qui roulent au gaz. Et donc avec ce gaz vert qu'on injecte dans les réseaux, on est en train de verdir la mobilité. D'ailleurs, l'IFPEN, l'Institut français du pétrole, et qui a rajouté EN pour aider les énergies renouvelables, a fait une analyse de cycle de vie
sur les véhicules thermiques, les véhicules électriques et les véhicules GNV et bio-GNV. Et il a démontré que donc le GNV, c'est entre guillemets, on va dire, donc GNV, gaz naturel pour véhicule, entre guillemets le moins pire, on va dire, des carburants fossiles. CH4, donc le méthane, étant une molécule assez simple, on a quand même 4 atomes d'hydrogène pour 1 de carbone, donc on a une relativement bonne efficience, bonne efficacité, une bonne énergie, on va dire, contenue dans la molécule. C'est pour ça qu'en termes de CO2, le CH4 produit moins de CO2 que l'essence pour la même énergie libérée. Mais sa version renouvelable, donc le bio-GNV, le biométhane, lui, on abat de 85% l'impact CO2 par rapport au reste, par rapport au GNV classique. Et ce qui est drôle, si on peut dire que c'est drôle, c'est qu'en termes d'analyse de cycle de vie, je crois que c'était sur une base de 40 000 km par an, le bio-GNV est même un petit peu en dessous de l'électrique en termes d'impact. Alors ce qui est drôle, c'est que l'électrique a une vignette critère verte, alors que le GNV, qu'il soit bio ou fossile, a une vignette critère 1 au mieux. Donc de mon côté, je milite aussi pour que le bio-GNV passe en critère verte, puisqu'on est mieux ou ISO avec l'électrique. Et oui, par contre, on a un gros sujet qui est le fait qu'il y a un pot d'échappement. Quand vous n'avez pas de pot d'échappement, c'est magique, mais quand vous avez un pot d'échappement, c'est pas bien. Ou à distance, voilà, exactement. Alors, je dis ça parce que j'ai moi-même une voiture électrique que j'ai dû recharger un jour avec un groupe électrogène, parce que étant en rade et puis je trouvais plus de borne. Et donc oui, je me suis fait cette remarque aussi. Ça va, c'est le groupe électrogène, mais ma voiture, elle produit 0. Depuis, je suis passé au gaz, et donc maintenant j'ai 500 km d'autonomie sans problème, et je suis content. Donc oui, par rapport à cette mobilité, j'en arrive là. Par rapport à cette mobilité, on a donc un sujet qui est arrivé en 2019, c'est la condamnation de la France par la Cour de justice européenne pour ses émissions non seulement donc de NOx, de particules, et un petit peu pour le CO2, mais finalement le CO2 c'était accessoire dans ce jugement, et donc qui a imposé aux principales villes de France, 19, de mettre en place des zones à faible émission. Donc une zone à faible émission, vignette critère, et un plan qui prévoit l'interdiction du diesel. Alors, comme d'habitude en France, on a levé des boucliers, on s'est insurgé, etc. On a dit, bah mince, même au niveau des villes, je vois, moi qui viens de Reims, on dit oui, c'est la faute à la collectivité. Bah non, en fait, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a jugé. Il y a 19 villes, d'abord concernées en France depuis 2019, mais à peu près 250 en Europe. On n'est pas tout seul. Donc, mise en place de la vignette critère. Donc, interdiction progressive des véhicules les plus polluants. Le sujet qui nous est arrivé tout de suite, ça va être la mobilité, notamment par exemple à Paris. Alors pourquoi Paris ? Parce que déjà, la France est un pays hyper centralisé. On a une capitale qui est très, 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 très peuplée et qui va interdire le diesel en 2024. 2024, c'est demain. 2024, ça va être 300 000 camionnettes interdites à Paris. Donc les plombiers, les chauffagistes, les maçons, les carreleurs, les artisans ne peuvent plus rentrer à Paris s'ils ont une camionnette diesel. Malheureusement, le parc de véhicules utilitaires, c'est 99,9% de diesel. Alors il y en a quelques-uns, on commence à en trouver un petit peu en électrique, pour des budgets assez costauds, pour des autonomies un peu moins costauds. Alors que si on les passe au gaz, et pour le coup les véhicules existent, si on les passe au gaz, ils auront la vignette critère verte. Enfin, vignette critère 1, pardon. Pas encore verte, mais bientôt on y travaille. Les poids lourds, il y en a une partie qui passe en électrique et beaucoup maintenant sont au gaz. Niveau poids lourd, là la transition elle est faite depuis longtemps. Depuis en septembre 2020, en termes de nombre d'immatriculations, le gaz est passé devant le diesel en septembre 2020. Ça y est. Côté poids lourd, c'est fait, la transition est faite, les idées sont faites. Par contre, côté particulier, professionnel, et grand public, alors là c'est très compliqué. Comme il y a très peu de stations publiques, il y a très peu de véhicules au gaz, et comme il y a très peu de véhicules au gaz, il y a très peu de stations publiques. Le serpent se mord la queue. Et donc, en début 2020, on a eu l'idée de se dire, il faut que pour valoriser justement ce biométhane qui vient de méthanisation,
on s'est dit il faut arrêter que le serpent se morde la queue et on va proposer le véhicule avec sa station de recharge. Et donc vous en avez une juste ici. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique du développement de ce projet-là, mais aujourd'hui on est capable de proposer à n'importe qui est raccordé au gaz de rouler au GNV ou au bio-GNV. On va plutôt l'inciter à prendre un contrat bio-GNV, donc c'est-à-dire de biométhane. Et donc avec cette station-là qui est exposée ici, ça c'est la taille d'un gros lave-linge en gros, vous pouvez faire une recharge. On appelle ça une recharge lente, mais finalement c'est 4 à 5 fois plus rapide qu'une recharge lente de véhicule électrique. En gros, vous allez gagner 100 à 150 km par heure de recharge. Ça vous délivre 4 kg de gaz par heure. Donc par exemple, une Seat Arona TGI qui consomme dans les 3 kg au 100, elle est rechargée en 3 à 4 heures sur une prise domestique. Donc voilà pour la valorisation biométhane. Et l'autre brique aussi, ça va être de l'installer directement à la ferme. Et donc on a aussi des projets aujourd'hui de stations GNV directement à la ferme. Dont des projets bien sûr dans la Nièvre. J'ai pas forcément fait le lien pendant tout le long de la présentation avec le département, mais si on est là aujourd'hui, alors qu'on vient, je vous disais, on vient de Champagne-Ardenne, c'est parce qu'on a plusieurs projets aujourd'hui dans la Nièvre, dans le Nivernais, proximité du Morvan aussi, que ce soit aussi bien en projet de méthanisation, plutôt petit projet de méthanisation, et en projet de station GNV. Très bien. Et là, vous êtes super parce que vous faites un merveilleux duo tous les deux. Donc vous êtes complémentaires. Vous avez normalement, en théorie, encore 6 minutes. Donc vous êtes bon. Vous pouvez toujours développer. C'est pareil. Même question que pour la microméthanisation. Quel frein, quel levier pour massifier ces bornes, par exemple? Alors il y avait énormément de freins et on est très content d'avoir levé beaucoup de barrières et surtout de les avoir refermées derrière nous. Alors déjà, un constat très triste, on va dire, en France. Un constat industriel. On cherchait un compresseur, donc un compresseur biométhane en France, on n'a jamais trouvé. On a trouvé des revendeurs de technologies notamment italiennes, mais les Italiens eux-mêmes allaient chercher des pièces, etc. Un petit peu, on ne sait pas trop où. Et au final, à force de chercher, on est tombé sur une entreprise tchèque, donc en République tchèque, qui s'appelle Motorjikov. Qui a plus de 100 ans d'expérience dans la fonte d'aluminium et qui, en fait, par la force des choses, est un peu le leader européen de la station GNV, tout simplement parce que lui, il produit des pièces, des équipements de base, et qu'un petit peu tout le monde vient sourcer chez lui pour faire sa solution. Donc on les a rencontrés début 2020, en leur disant, on vient de France. Ils disent, chapeau, bravo, vous nous avez trouvé. On vient de France où au niveau GNV il n'y a pas grand chose et donc on leur présente le modèle en disant on veut se développer et on veut développer le GNV mais pour ça il nous faut des stations et eux ils nous disent nous on aurait bien voulu se développer en France mais personne n'est jamais venu nous voir. Donc à force de discussion, de négociation, on a obtenu l'exclusivité, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le distributeur exclusif des stations Motorjikov pour la France. L'intérêt c'est que donc, le modèle là que vous avez présenté, donc il y a 400 références qui tournent dans toute l'Europe et qui donnent vraiment entière satisfaction. Alors pour l'anecdote, le groupe Motorjikov fonctionne sans commercial. Enfin il y a un commercial dans un bureau mais qui fait jamais de prospection, il répond juste aux appels entrants. Donc sur le côté partenariat ils sont très contents parce que non seulement nous on a notre partenaire industriel mais eux finalement ils ont trouvé le réseau commercial. Et donc on est en train de négocier avec eux l'exclusivité pour toute l'Europe. Tout simplement parce que le démarrage en France s'est très bien passé et qu'en une année on a autant vendu que leur commercial qui ne bougeait pas pour toute l'Europe. Donc vous allez recruter, possiblement. Donc on recrute aussi, oui. Là pour le coup on est sur une logique start-up, mais les clients potentiels se comptent en centaines de milliers rien que pour Paris. On vient de Reims, c'est 72 000 cartes grises qui vont être interdites d'ici 3 ans. Tous les Rémois l'ont pas encore compris. J'en ai encore vu qui achètent du diesel neuf. Ça va faire très mal. Mais il faut que les gens commencent à comprendre, etc. Et donc voilà, on est en train de développer, surtout faire beaucoup de pédagogie. Parce que dans la mesure où les gens n'ont pas conscience qu'il y a ces ZFE, ces vignettes critères, pour le moment on commence qu'avec les 19 plus grandes villes de France, mais d'ici 2030, ce sera toutes les communes de plus de 50 000 habitants. Et 50 000, on commence à en toucher pas mal des communes. Et puis après, il y a ceux qui sont directement concernés parce qu'ils habitent dans la commune, mais ceux aussi, il y a les riverains, les ruraux,
tous ceux, on va dire, qui étaient un peu constitutifs aussi du mouvement Gilets jaunes, qui habitent à la campagne, mais qui, par la force des choses, ont besoin d'aller en ville pour travailler, pour leurs courses, etc., qui vont être aussi concernés. Donc ça va être... Alors c'est très simple, vous avez deux prises, une prise électrique, une prise gaz. Votre plombier branche la machine sur votre réseau de gaz domestique. Il branche l'alimentation électrique et le petit tuyau que vous avez sur le devant, qui est en fait un pistolet de remplissage, vous l'accrochez à votre réservoir et puis vous appuyez sur le bouton start et puis voilà, la machine injecte dans vos réservoirs le gaz comprimé. Alors il y a moins de taxes. Alors la TICGN est réduite pour la mobilité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur votre facture de gaz vous avez une TICGN. Vous avez un compteur de gaz à l'arrière de la machine. Vous êtes en droit de faire chaque année un relevé du nombre de mètres cubes que vous avez consommé sur la machine et d'envoyer ça à votre fournisseur d'énergie et lui dire voilà, j'ai dédié X dizaines de mètres cubes à la mobilité. Merci de me réduire le montant de la TICGN d'autant. Parce qu'il y a un dégrèvement sur la TICGN sur la partie mobilité. Alors là, c'est que la partie remplissage. C'est que la partie remplissage, donc directement connectée sur le gaz de ville ou alors sur un microméthaniseur. Hein, ou sur un microméthaniseur, mais en gros, j'essaie. En fait, ça dépend combien de temps on a besoin. Alors, je vais faire un autre raccourci. Avec 1 tonne de fumier, on peut faire 500 km en voiture. Voilà. Quand une petite ferme, une ferme moyenne, petite, on a quand même déjà minimum un bon millier de tonnes de fumier. Voilà, c'est... Est-ce que vous avez des questions? Profitons-en, on ouvre la séance. Le mieux, c'est pour que la qualité des échanges et que tout le monde puisse profiter des échanges, qu'on demande la parole et qu'on attende le micro. On a encore un peu de temps, donc profitons-en. Merci. Le syndicat d'énergie de l'Allier que vous avez rencontré, vous vous souvenez? Oui. Merci d'ailleurs d'être venu chez nous, c'était très intéressant ce que vous aviez présenté, mais ils sont, je dirais pas réticents, mais ils sont perplexes sur le mode de stockage et le mode oui, on va dire de stockage, parce que je suis un béotien, je ne connais pas assez, mais ils opposent le sec et le liquide, si vous voulez. Et est-ce que vous pouvez, là encore, nous vendre votre système, qui est un système solide et non pas liquide, c'est ça? Hein, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, c'est un vrai problème sur les petites unités. Complètement. Alors, le sujet, vous faites bien la distinction, c'est qu'aujourd'hui, on a en tête que la méthanisation, c'est de la voie liquide. C'est-à-dire une cuve où il y a 90% d'eau. Or, dans le panorama des fermes en France, il y en a beaucoup qui ont encore du fumier. Et donc, mettre du fumier qui a une teneur de matière sèche d'au moins 20, 25, voire 30%, enfin, sur les fumiers très pailleux, ça veut dire ramener 2 à 3 fois le même volume en eau, juste pour le diluer. Et puis derrière, merci pour l'épandage, le nombre de tonnes, etc. Nous, on a pris un parti, mais qui est simple. On l'avait déjà il y a peut-être 120, 130 ans. Hein. On savait très bien le faire il y a plus d'un siècle. Le fumier, tout seul, digère très bien. C'est ce qu'on appelle le procédé Eastman du Solier. C'était décrit par un professeur d'agronomie dans les années 1920 et qui a refait des tests d'ailleurs ensuite dans les années 40 à Grignon, sur l'école d'agronomie de Grignon où j'ai eu le plaisir d'être étudiant au début des années 2000. Le fumier, tout seul, mis en anaérobie, fonctionne très bien. Alors certains ont appelé ça la voie sèche à une époque, mais nous, ça nous fait hérisser les poils. On préfère parler de voie statique, humide ou pâteuse, admettant des intrants haute teneur matière sèche. Alors pourquoi pourquoi une phrase aussi longue? Tout simplement parce que ce qui fait la méthanisation, c'est les bactéries. C'est les bactéries qui mangent la matière organique. Et les bactéries, forcément, elles vivent en milieu humide. Certains ont essayé de méthaniser de la paille sèche ou du fumier très sec, sans jus, sans eau. Forcément, ça marche très mal. Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bactéries. Les bactéries sont en léthargie, elles ne vivent pas et elles sont en pause. Donc nous on appelle ça la voie solide déjà plutôt que la voie sèche. La voie solide est
très bien adapté à tout ce qui est fumier, ou des mélanges fumier, biodéchets, fumier, déchets verts, etc. Mais dès qu'on a une base bien pailleuse, c'est idéal. Ensuite, on a aussi la voie liquide. Pour ceux qui ont plutôt des bases lisier, la voie liquide, c'est parfait. Et dans la voie liquide, vous pouvez mélanger. En fait, voilà, avec aujourd'hui toutes les technologies qu'on a comme pompe hacheuse, etc., dilacératrice, si on a du liquide et du solide, mais de manière prépondérante du liquide, on va plutôt aller sur une méthanisation liquide dans lequel on va incorporer du fumier broyé. Si on a toujours donc fumier lisier, mais de manière prépondérante du fumier, on va plutôt aller sur une voie solide et utiliser le lisier pour mouiller justement le fumier. On voit justement sur nos installations, on a un système d'aspersion Complètement. qui va reprendre les jus. En fait, on va reprendre les jus en bas de silo et les rasperger juste là sur le fumier pour que les bactéries travaillent elles-mêmes, en fait, si vous voulez. On ne va pas le laisser tout simplement tout seul. On va avoir des cycles d'aspersion où les bactéries vont revenir sur le tas de fumier pour avoir une meilleure production. Alors, ça a Donc l'avantage l'objection aussi du syndicat, elle ne tient pas. Pardon ? L'objection du syndicat de l'Allier, elle ne tient pas, en fait. Alors, pour vous. Visiblement non. Non, mais c'est important parce qu'on en parle sans arrêt. Alors, il y a plus de 100 ans de retour d'expérience dessus. Hein. Malheureusement, après, les années 60, 70 sont passées, hein, les 30 glorieuses sont passées, on avait une énergie qui était... on avait le nucléaire qui arrivait, qui n'était pas cher, on avait le pétrole qui prenait de la valeur, mais qui restait quand même une énergie très pratique, etc. Et donc finalement, toutes ces méthanisations-là, que nous, on n'a pas inventées, hein, on a juste remis au goût du jour. On savait très bien les faire tourner il y a 100 ans. Et avec l'intérêt aussi que ce type de méthanisation est très économe en énergie, déjà pour fonctionner. On n'a pas à brasser la matière, parce que vous imaginez, brasser 2000 tonnes de matière, l'énergie consommée par les agitateurs. Nous, pour amener les bactéries au plus proche de la matière, on circule juste le jus, avec une pompe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 15, 30, 50, 100 kW d'agitateurs installés, comme on a déjà vu sur certains projets, on a juste une pompe de recirculation de un pauvre 1,5 kW. Et encore, qui ne tourne pas tout le temps. Juste par cycle sur temporisation. L'intérêt, donc, c'est que l'installation est déjà très peu énergivore en énergie, parce que quitte à produire l'énergie, autant peut en consommer aussi pour la produire. Et c'est quelque chose de très très robuste aussi, où on a très peu de problèmes de fiabilité, puisqu'on n'a pas de pièces d'usure. En termes de manutention, l'éleveur, ça ne sera pas un métier en plus, si vous voulez. Il va juste prendre son fumier de son atelier, au lieu de le mettre au bout de son champ, il va le mettre dans son silo. Ça va juste être une étape en plus, mais après, il va recouvrir son silo, et pendant 3 mois, il va travailler. Il y aura juste un aspect visuel à avoir pour la vérification, mais ça ne sera pas un nouveau métier pour lui, si vous voulez. Alain Delaveau, de Conseil scientifique du Parc du Morvan. C'était passionnant ce que vous nous avez dit. Merci, bravo, moi je trouvais que c'était passionnant. Même quand vous parlez de mettre des pompes chez l'exploitant et tout, on reste bien dans la micro-méthanisation. Votre projet reste dans la micro-méthanisation. Donc en fait, votre projet il s'insère dans des systèmes de production agricole en disant on fait un équilibre de la gestion de l'exploitation. On valorise les effluents d'une autre manière, mais on ne va pas dépasser ce stade. On reste, la cible, c'est l'exploitation qui valorise ses propres déjections, etc. Complètement. On est bien là. Souvent, on reproche à la méthanisation, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème, la qualité de ce qui est pendu dans les champs. Vous avez fait des analyses aussi là-dessus pour pouvoir donner des arguments en disant c'est un fertilisant sans aucun problème. Bien entendu. Alors des analyses... Moi j'en suis convaincu. Hein, le digesta, alors ce qui est simple, lorsqu'on digère donc, de la matière dans une boîte fermée qu'est le digesteur, le bilan de matière est simple. C'est-à-dire qu'on va sortir du biogaz. Le biogaz c'est quoi ? C'est CH4, CO2, H2O. Donc du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et des traces d'H2S, donc un peu de soufre. On est en cycle fermé sur N, P, K et puis tout le reste. Donc en fait, le digesta, c'est tout simplement la moyenne de ce qu'on rentre.
Donc si on rentre des intrants non dangereux, à savoir du fumier, du lisier, un peu de coproduits agricoles, un foin qui aurait pourri au stockage, de la paille qui aurait pris l'eau, finalement, le digesta, ça sera la moyenne des valeurs agronomiques de tout ce qui a été rentré, et on a très peu de risques. Alors, il y a des installations où on a retrouvé des métaux lourds, des choses comme ça, mais c'était des installations qui incorporaient par exemple des bouts de steppe. Donc forcément, quand on commence à rentrer des intrants un peu plus dangereux, forcément, on va ressortir des choses un peu plus dangereuses derrière. Mais le principe, c'est très simple, hein, c'est une boîte fermée. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. Et dernier point, est-ce que vous avez fait une étude sur l'intérêt que les agriculteurs auraient de devenir station-service un petit peu, alors soit pour eux, soit éventuellement pour leurs voisins, etc., en sachant que dans d'autres productions, quand on veut faire des ventes à la ferme, etc., on se heurte parfois à ce que l'agriculteur, c'est un bon producteur, mais c'est pas forcément un bon vendeur, mais on peut pas lui reprocher. A priori, c'est pas son métier. Est-ce que vous avez fait quelques études alors là-dessus, je me suis rapproché d'un groupe qui s'appelle Gaz d'ici, qui est un groupement justement d'agriculteurs qui développe ce projet de station à la ferme. Et en fait, on a un effet avant et après Ukraine. C'est-à-dire que l'agriculteur peut vous vendre le biométhane entre 1 euro, 1,50 € le kilo. C'est comme si vous vendez le litre de diesel à 75-80 centimes. Il peut vous le vendre à 1 euro, 1,50 € le kilo en étant rentable. Ça, c'était le point de vue avant Ukraine. Aujourd'hui, avec un litre de diesel qui dépasse les 2 € du litre, il y a pas mal d'agriculteurs qui m'appellent et qui me disent mon projet de station GNV que j'avais vite fait dans un coin de la tête, il va falloir qu'on s'y remette plus sérieusement. Parce que, il y a d'un côté, on va dire, l'agriculteur qui connaît le potentiel, qui sait le potentiel qu'il a sur sa ferme ou sur son méthaniseur quand il l'a déjà existant et qui veut avancer. Mais souvent, il y a l'agriculteur aussi qui est un petit peu engagé politiquement dans son village, dans son canton, etc. Qui sait par exemple qu'il y a une grosse problématique mobilité au niveau de sa commune. Le car scolaire qui roule au diesel, qui fait un budget assez conséquent pour la commune, etc. Et qui est impliqué dedans, passe des messages. On a le cas, on a le cas d'un agriculteur méthaniseur qui a réussi à convaincre très facilement sa commune de changer son autobus scolaire qui était diesel en autobus GNV. Le bus maintenant fait le plein à sa ferme, il lui vend le gaz à 1 € le kilo, donc c'est vraiment dérisoire. Le remplacement du bus a été... les économies ont été faites en 1 ou 2 ans, je crois, dessus. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez formidable. Donc aujourd'hui, heureusement, on a des agriculteurs moteurs qui font... Parce que après, le sujet, c'est comme dès qu'on passe à l'échelle micro ou pico, c'est que maintenant, on touche tout le monde. Et donc au final, les relais, les personnes au plus proches, c'est finalement soit le porteur de projet, c'est sa commune, ses interlocuteurs au plus proches. On parlait de répandre la bonne parole tout à l'heure. C'est que maintenant, il faut, sur la petite méthanisation, sur la petite hydroélectricité, c'est bien beau de tenir des grands discours, mais maintenant, il faut des centaines de milliers d'apôtres, on va dire, pour transmettre la bonne parole et que ça soit connu du grand public. Parce que le problème, c'est tout simplement un problème de pédagogie. L'autre jour, j'ai encore eu une réflexion sur le biométhane en me disant, quelqu'un m'a dit, non, moi j'ai peur du biométhane, j'attends l'hydrogène parce que j'ai peur du risque d'explosion. L'hydrogène a une zone d'explosivité 7 fois plus étendue que le méthane. Donc c'est pas un bon argument. Ou pareil, l'autre jour, j'ai fait une démonstration avec mon véhicule GNV et j'avais un extincteur dans ma voiture. Et la personne en charge de la sécurité du site m'a dit mettez bien l'extincteur à côté de la station. Je dis mais vous savez, cette station-là, c'est une fausse. C'est juste un modèle de démonstration. Elle n'est pas équipée, il n'y a pas de gaz dedans. Il me dit oui, mais du gaz quand même. Je dis non, mais si j'ai un extincteur dans la voiture, c'est parce que j'ai aussi 70 litres d'essence. Et mes 70 litres d'essence, ils sont hautement plus explosifs que mes malheureux 15 kg de gaz que j'ai dans la voiture. Mais bon, ça c'est un problème de communication à chaque fois. Même mes propres parents étaient inquiets quand j'ai acheté une voiture au gaz. Alors que moi je suis inquiet parce qu'ils roulent à l'essence. Ouais. choc de génération. Les carburants liquides, c'est une vraie problématique. C'est bon, on touche à la fin. Ah, ok. Okay. Pardon ? On a accès. Alors contrairement au GPL,
faut pas confondre GNV et GPL. Le GNV, c'est du méthane. Le GPN, c'est plutôt du butane propane, donc gaz lourd. Le GPL, lui, s'accumule. En cas de fuite, il s'accumule, alors que le méthane, lui, s'élève. Donc en fait, les véhicules GPL sont encore interdits dans certains parkings, là où la ventilation n'est pas suffisante. Par contre, les GNV sont autorisés dans tous les parkings souterrains. Très bien. Merci beaucoup. Oula, ça dépend système, comment elle est nourrie, Son métabolisme. L'ordre de grandeur, je ne voudrais pas dire de bêtises. Une vache, ça va être de l'ordre entre une trentaine et une cinquantaine de kilos par jour. Ça dépend de... Enfin, dans le fumier, vous avez de la paille, dedans, vous avez l'urine. En termes d'urine, on parle facilement de 30 à 50 litres par jour. Hein. Ça boit énormément. Alors après, ça dépend aussi ce qu'il parent là, si c'est une allaitante ou autre. Mais ça charge, et puis ensuite, vous avez les parties solides aussi qui se mélangent. Donc après, ça dépend aussi un fumier jeune, un fumier vieux. On a des facteurs de facilement 50% entre un fumier jeune et un fumier vieux. Oui, très bien. Merci beaucoup. Vous avez fait un magnifique duo, vous deux, Théo et Clément. On peut les applaudir pour leur intervention, qui était effectivement, ils sont passionnés. Donc votre intervention a été passionnante. C'est vrai, absolument. Il est 15h45. On est quand même dans les clous malgré.